Bien que ni Bruce Campbell, ni Robert Tappert, ni Sam Raimi n'étaient initialement de grands fans de films d'horreur, c'est pourtant vers ce genre que leur premier projet cinématographique va s'orienter à la fin des années 70. Le trio, qui s'était rencontré à l'université, avait acquis une certaine expérience des drive-in où ils observaient les réactions des spectateurs. Les films d'horreur, populaires et peu coûteux à produire, semblaient répondre à une demande. Ils avaient même étudié les réactions du public pendant plusieurs années. Lorsque les films décevaient, les spectateurs allumaient les phares de leur voiture et klaxonnaient pour manifester leur mécontentement. Forts de cette observation, ils décidèrent de se lancer dans la production d'un film d'horreur. Pour assurer la réussite de leur projet, les trois amis se plongèrent dans l'analyse des récents succès du genre tels que Halloween, Alien et Massacre à la tronçonneuse. Leur objectif n'était pas de copier ces œuvres, mais de créer quelque chose de distinctif qui marquerait les esprits. Le réalisateur Sam Raimi, qui deviendra par la suite l'un des cinéastes les plus influents du cinéma fantastique, prit en charge l'écriture du scénario. Intitulé à l'origine Book of the Dead, le script comptait 65 pages. Passionné de cinéma depuis l'enfance, il réalisa également des storyboards du film, avec des croquis simples mais efficaces. Toutefois, le projet demeurait très artisanal. À cette époque, le groupe ne disposait d'aucun moyen professionnel. Bruce Campbell se souvient qu'ils utilisaient un One Word Processing System pour rédiger le scénario. Les paragraphes n'étaient pas bien espacés, rendant difficile l'évaluation du format du script pour un long métrage. Raimi passa donc beaucoup de temps à concevoir les storyboards rudimentaires. Finalement, l'histoire relativement simple suit 5 étudiants de l'université d'État du Michigan. Ash Williams, sa petite amie Linda, sa sœur Cheryl, leur ami Scott et sa petite amie Shelly. Le groupe part en vacances dans une cabane isolée en pleine forêt. Au fait, Scotty, il ressemble à quoi ce chalet? Le gars qui nous loue a dit qu'il était un petit peu délabré et qu'il datait pas d'hier. Parce que personne l'a encore vu, ta baraque, c'est ça? Ma main au feu que ça a trop rare. En explorant le sous-sol, Ash et Scott découvrent un livre mystérieux, le Necronomicon, relié en peau humaine et écrit avec du sang. Ah, regarde ça. C'est quoi ce truc? On dirait ton ancienne petite amie. Ce livre, accompagné d'un magnétophone contenant l'enregistrement d'un archéologue, déclenche une série d'événements effrayants. Les incantations récitées sur la bande magnétique réveillent des esprits maléfiques et la terreur s'installe dans la cabane. Tatra amistrobin tattir manno mansison. Une fois le script terminé, le trio se rendit à New York dans l'espoir de convaincre quelques distributeurs de financer leur projet. Mais leur scénario, qui consacre à peine 10 pages de l'introduction et réserve les 55 restantes à l'action et à l'horreur, ne trouve pas preneur. Les refus s'enchaînent, mais les trois amis ne se laissent pas décourager. Pour convaincre les potentiels investisseurs, ils décident de monter leur propre court-métrage, Within the Woods, réalisé par Raimi dans le but de présenter le concept d'Evil Dead. Ce court-métrage devient alors un outil de financement qu'il présente partout, dans des réunions d'entreprise ou même chez des particuliers. Grâce à cette persévérance, ils parviennent finalement à réunir un budget de 350 000 $. Entre juillet et août 1979, l'équipe entreprend des repérages pour trouver un lieu de tournage correspondant aux exigences du script. Ils identifient un site parfait et obtiennent initialement l'accord du propriétaire. Toutefois, un imprévu bouleverse leurs plans. À leur arrivée en octobre, l'accès au lieu est interdit, les contraignant à improviser. Les premiers jours sont consacrés au tournage de scènes sur la route, tout en cherchant désespérément un nouvel emplacement. Les séquences où ils évitent un camion de justesse et traversent un pont délabré sont filmées pendant ce temps. J'espère surtout qu'il tiendra encore quelques secondes. La toute première scène capturée donne le ton des défis à venir. Pour obtenir un angle de vue éloigné du pont, Sam Raimi et le directeur de la photographie Tim Philo s'introduisent dans un champ privé occupé par un taureau et un troupeau de vaches. Le cinéaste, dans une tentative de détourner l'attention de l'animal, demande à un membre de l'équipe de chanter pendant qu'il rampe sous une barrière électrifiée. Soudain, un cri d'alerte retentit. Le taureau charge. Les deux hommes abandonnent leur matériel et se réfugient dans un arbre pour échapper à la bête furieuse. Quelques jours plus tard, ils découvrent enfin une vieille étable. Grâce à Steve Frankel, un ami de Raimi issu du milieu de la construction, l'étable est transformée en un chalet en seulement 2 ou 3 semaines. Ils creusent même une fosse cave malgré une terre particulièrement dense.
Les scènes censées se dérouler dans cette cave sont finalement tournées dans la ferme des parents de Robert Tappert. Pendant toute la durée du tournage, l'équipe logeait dans cette ferme, dormant à même le sol dans des sacs de couchage. Les conditions de vie étaient extrêmement spartiates. Personne ne faisait le ménage, ni la vaisselle, ni la lessive, et selon Ted Raimi, frère du réalisateur, l'endroit était rapidement devenu insalubre. Il se rappelle de l'odeur des vêtements moisis, de nourriture périmée, et même quelques relents de marijuana. Ah! Sans plomberie dans la cabane, les acteurs passaient des jours sans se laver, couverts de maquillage, de saleté et de crasse. Comme la cabane tombait littéralement en ruine, l'équipe dut utiliser certains meubles pour alimenter le feu et se réchauffer durant la seconde moitié du tournage. Initialement prévu pour 6 semaines, le tournage s'étendit finalement sur 12. Cette période épuisante pour toute l'équipe permit néanmoins au metteur en scène de développer son style unique. Il expérimenta de nombreuses techniques de caméra, souvent de manière inventive et peu orthodoxe. L'une des prises les plus complexes nécessitait un mouvement de caméra particulier. Pour obtenir l'effet recherché, le cinéaste s'accrocha au plafond, genoux passés sous une poutre, tenant la caméra à bout de bras. Tandis que Bruce Campbell avançait, Raimi devait se redresser lentement en suivant l'acteur, ajustant la caméra pour capturer la scène sous un angle unique. Cet effort physique démontrait déjà l'ingéniosité du réalisateur. Pour les séquences tournées au-dessus du lac, l'équipe dut également faire preuve d'inventivité, développant des méthodes inédites malgré leurs moyens limités. Une fois arrivés au Tennessee, nous avons mis à l'épreuve plusieurs idées. Nous avons par exemple posé la caméra au milieu d'une planche, tenue de part et d'autre par 2 types. À notre grande surprise, la stabilité de l'image était remarquable. On pouvait avancer, se baisser, simuler un mouvement de grue, foncer à travers les buissons. Sam a choisi d'utiliser une focale à grand angle, peut-être du 5,7 ou 5,9 mm. Ça donnait un effet de fisheye. On pouvait voir les éclairages qu'on avait fixés aux arbres, des trucs un peu chiants qu'on ne pouvait pas, à l'époque, effacer numériquement en post-production. Mais ce n'était pas grave, le résultat était vraiment très dynamique. Le tournage d'Evil Dead était réputé pour être particulièrement exigeant. Chaque plan pouvait prendre jusqu'à 12 heures de travail. Après 10 semaines en janvier 1980, l'équipe fut contrainte de quitter la maison où ils tournaient. Celle-ci avait été vendue à de nouveaux propriétaires qui prévoyaient de la transformer en maison close. Il restait toutefois plusieurs séquences à tourner, notamment celles qui se déroulaient dans la cave, ainsi que quelques prises nocturnes, dont la fameuse scène avec les branches d'arbres. Ça va, je sais bien qu'il y a quelqu'un. Je vous ai entendu dans la cave. Sam Raimi a longtemps eu du mal à assumer cette séquence. À l'origine, le script ne prévoyait qu'une simple agression par des branches, mais lors du montage, en inversant la séquence filmée à l'envers, il se retrouva face à une scène bien plus violente et perturbante qu'il ne l'avait envisagée. Ce moment devenu emblématique suscita par la suite de nombreuses réactions, mais il reflétait également la volonté du cinéaste d'explorer des terrains inédits, quitte à provoquer un certain malaise. Une fois le film achevé, Evil Dead eut droit à sa première projection le 15 octobre 1981 à Détroit. Le producteur Irving Shapiro, vétéran du cinéma indépendant, s'intéressa au projet et décida de le soutenir. Grâce à lui, Evil Dead fut présenté au Festival de Cannes en mai 1982 où un spectateur particulièrement influent était présent dans la salle, Stephen King. Après avoir vu le film, l'écrivain, grand amateur de cinéma d'horreur, écrivit une critique très élogieuse dans The Twilight Zone magazine. Il permit également à l'équipe d'utiliser une citation de sa critique sur l'affiche promotionnelle du film. L'intervention de King joua un rôle décisif dans la reconnaissance du film, Bruce Campbell allant même jusqu'à dire que l'écrivain fut une sorte d'ange gardien. Bob Shaye, fondateur de New Line Cinema, repéra rapidement le potentiel du long métrage et en acquit les droits de distribution. Evil Dead sortit officiellement le 5 février 1983 et l'accueil du public fut largement positif, si bien qu'une distribution plus large fut rapidement envisagée. Toutefois, c'est à l'étranger que le film connut son plus grand succès, consolidant ainsi sa place dans l'histoire du cinéma d'horreur. Malgré une petite baisse du rythme au milieu du métrage, Evil Dead reste un bon film d'horreur plus de 40 ans après sa sortie. En France, il est découvert au marché du film de Cannes, puis présenté triomphalement au Festival du film fantastique de Paris. Il connaît un accueil très favorable des amateurs d'épouvante français qui, rodés par Suspiria et l'enfer des zombies, réclament désormais leur dose annuelle de gore.
Evil Dead bénéficie en plus chez nous de l'explosion de la presse du cinéma fantastique alors en plein essor. Si l'écran fantastique est bien diffusé depuis 1970, Mad Movies devient largement distribué à partir de 1982 et Starfix apparaît en 1983. Tous ces magazines font d'Evil Dead un événement majeur du début des années 80, parallèlement à la disparition en pratique de la censure anti-gore en France à partir de 1981. Si aux États-Unis le long métrage de Sam Raimi ne récolte que 2,4 millions de dollars, il en rapporte 29 millions au niveau mondial. Mais selon Bruce Campbell, ce qui a vraiment propulsé Evil Dead, c'est sa sortie en VHS. L'œuvre a fait un tabac dans les vidéoclubs. Alors, l'idée de réaliser une suite est très vite envisagée. Deux ans après le succès d'Evil Dead, le trio se retrouve dans une situation difficile. Leur dernier film Mort sur le Grill a été un échec total, tant au niveau de la production que des critiques. Craignant pour leur avenir dans l'industrie, ils décident de retourner rapidement au travail et se lancent dans l'écriture d'Evil Dead 2. Cette fois-ci, l'idée est d'envoyer Ash, le héros, au Moyen-Âge. Cependant, les finances viennent rapidement à manquer. Initialement, ils avaient engagé une responsable très compétente pour gérer le planning et le budget, mais faute de moyens, ils durent la licencier. Cette dernière partit alors travailler sur Maximum Overdrive, réalisé par Stephen King. Je m'appelle Stephen King. J'ai écrit plusieurs scénarios de fiction, mais je vais vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur. Wow. Et j'ai découvert que si on veut que quelque chose soit parfaitement réussi, il faut le faire soi-même. Il n'y avait personne dans le camion! Vous savez, j'ai pris un malin plaisir à réaliser ce film. Un jour, sur le plateau, elle mentionna aux oreilles de King les difficultés du trio pour réunir les fonds nécessaires à la production de leur suite. King, surpris d'apprendre qu'un tel projet rencontrait des difficultés, contacta immédiatement Dino De Laurentiis, célèbre producteur italien, pour lui recommander le long métrage. En à peine une demi-heure, De Laurentiis fait une offre pour financer Evil Dead 2, leur accordant un budget de plus de 3 millions de dollars. L'écrivain, déjà admirateur du premier film, venait ainsi une nouvelle fois en aide à l'équipe. Well, the reaction to making the sequel to Evil Dead was probably relief because, you know, the second movie that we made was called Crime Wave, and I believe in France it was Mort sur le Grill, Death on the Grill. It was because it was a silly comedy, and it failed at the box office and really was a bomb. And so I think it was a natural thing to go, we should make an Evil Dead movie. Avec l'aide de Scott Spiegel, un vieil ami de Sam Raimi, ils poursuivirent l'écriture de cette suite qui se voulait plus déjantée, plus sanglante et surtout plus humoristique. Cependant, De Laurentiis exigea que cette suite reste proche du premier opus, ce qui signifiait l'abandon pour l'instant du voyage temporel et de l'intrigue médiévale. Bien décidé à ne pas revivre les mêmes déboires que sur Mort sur le Grill, l'organisation se fit de manière minutieuse, en particulier en raison des nombreux effets spéciaux que nécessitait le scénario. Un casting spécifique fut lancé pour recruter des maquilleurs, et Mark Shostrom, qui venait de travailler sur La Revanche de Freddy, tenait absolument à collaborer avec Raimi, qu'il admirait pour son travail sur le premier opus. Shostrom envoya alors sa candidature et quelques photos de son travail via le producteur Irvin Shapiro. Le cinéaste l'engagea aussitôt. Pour le lieu de tournage, c'est en Caroline du Nord que l'équipe trouva une vieille école désaffectée, louée pour seulement 500 $ par mois. Ils transformèrent ce bâtiment en véritable studio de cinéma. Le tournage débuta en mai 1986 et se poursuivit tout l'été sous une chaleur étouffante. Les conditions de vie étaient particulièrement difficiles pour l'équipe des maquilleurs, qui comprenait Mark Shostrom, Bob Kurzman, Greg Nicotero, Mike Trusick et Howard Berger. Ils étaient logés dans une maison délabrée dont l'architecture rappelait celle de la maison de Massacre à la tronçonneuse. Avec des températures dépassant les 40 degrés, la chaleur y était presque insupportable, notamment à l'étage où vivaient certains membres de l'équipe. Pour se rafraîchir, ils remplissaient la baignoire d'eau froide et de glaçons, puis y trempaient leurs draps avant de s'allonger dessus.
Ces conditions extrêmes n'aidèrent pas à apaiser les tensions sur le plateau. Les premières tensions apparurent rapidement au sein de l'équipe technique, notamment à cause de l'intensité du travail et des conditions climatiques. Le directeur de la photographie, Eugene Schlaglet, quitta la production au bout de 2 semaines seulement et plusieurs techniciens furent remplacés. Lorsque Peter Deming fut engagé comme nouveau directeur de la photographie, Raimi lui confia une scène particulièrement difficile à tourner pour son premier jour, celle où le démon traverse la porte et s'approche du visage de Bruce Campbell. Ce test était une manière pour Raimi de jauger si Deming était capable de supporter l'exigence physique du tournage. Ce dernier s'en sortit brillamment, gagnant la confiance du cinéaste peu à peu. Ce type de scène exigeait souvent une journée entière de travail, et le tournage s'étira ainsi sur près de 15 semaines. Contrairement au premier film, Evil Dead 2 fut tourné dans l'ordre chronologique, car le chalet devait se détériorer progressivement au fur et à mesure de l'histoire. Même si cette suite bénéficiait de moyens professionnels, Raimi dut encore une fois faire preuve d'inventivité pour certaines séquences. Pour la scène où le démon traverse un pare-brise, il imagina avec Vernheide un dispositif ingénieux consistant à attacher la caméra à un long bras métallique monté sur un chariot à roulettes, capable de se lever et de redescendre rapidement, tout en évitant que la caméra ne percute le pare-brise qui devait se briser juste avant son passage. Pour la scène où Ash s'explose des assiettes sur la tête, l'équipe se rapprocha de magasins de poterie, leur demandant des assiettes en argile non cuites afin qu'elles se brisent facilement en de nombreux morceaux lors de l'impact. La séquence culte où la tête de cerf se met à rire a nécessité un nombre incalculable de prises. Pour donner vie à tous ces objets, plusieurs opérateurs étaient cachés dans des endroits improbables, sous le sol, dans les murs et même au plafond. Chaque élément animé demandait une coordination minutieuse, ce qui expliquait la difficulté de cette séquence. Afin de vérifier immédiatement l'efficacité des prises tournées dans la journée, l'équipe disposait de 2 salles de projection situées dans l'ancienne bibliothèque de l'école. Cela permettait aux acteurs et aux techniciens de visionner les plans instantanément, une véritable innovation pour l'époque en 1986. Grâce à ce système, le réalisateur put revisiter certains moments emblématiques du premier film, comme la scène du miroir ou encore celle de l'agression avec les lianes, bien que celle-ci ait été modifiée pour ne plus avoir d'éléments controversés. Les lianes utilisées dans cette séquence étaient fabriquées en caoutchouc avec de fines cordes dissimulées à l'intérieur. Pour la prise large où l'un des personnages est tiré à travers la forêt, un mannequin fut attaché à un 4x4 par la cheville. Le véhicule roulait à toute vitesse tandis que de petits explosifs étaient déclenchés pour créer des jaillissements d'eau impressionnants lorsque Bobby Joe traversait des flaques d'eau. Cet effet apportait une dimension spectaculaire à la séquence. La fameuse scène où Ash s'en prend plein la tête, une scène devenue culte, nécessita l'utilisation de 1500 litres. Selon l'un des producteurs, cette scène avait été tournée un samedi afin que l'équipe puisse consacrer toute la journée du dimanche au nettoyage afin de reprendre le travail le lundi. Le nettoyage de tout ce faux sang fut un véritable défi, nécessitant l'utilisation de tous les rouleaux d'essuie-tout disponibles dans la région. En octobre 1986, Evil Dead 2 entra en post-production, et cette étape se déroula sans encombre. Enfin, jusqu'à ce que la censure intervienne. Plusieurs plans ont dû être retirés du montage final. Bruce Campbell expliqua qu'ils étaient initialement contraints de livrer un film classé R, c'est-à-dire un long métrage interdit aux moins de 17 ans. Alors, ils tentèrent de rendre le film moins violent. Mais malgré ça, l'œuvre a reçu la pire classification possible. Une classification très contraignante qui empêchait toute publicité dans la presse ou à la télévision. Le long métrage est finalement sorti en salle le 13 mars 1987 aux États-Unis. Et malgré sa classification, il a rapidement acquis un statut culte grâce au soutien des fans de la première heure et à son ton unique, mêlant horreur et comédie. D'un point de vue financier, Evil Dead 2 a rencontré un succès modéré, rapportant environ 5,9 millions de dollars au box-office américain pour un budget de 3,6 millions. Cependant, c'est surtout au fil des années, grâce à la distribution internationale et aux ventes de VHS, que le film a vu son audience croître de manière exponentielle. Côté critique, il a été salué pour son inventivité visuelle et ses effets spéciaux impressionnants, consolidant la réputation de Sam Raimi en tant que réalisateur audacieux et novateur. I just know that, unfortunately, some people, the way we presented it, some people thought that the character Ash was stupid enough to go back to the cabin again with a new girlfriend.
as though he had so much fun the first time, you know. But so people misinterpreted how it all went together. But see, we had a problem. Each of the Evil Dead movies is owned by a different company. And sometimes they say, no, you can't have the footage. No, you can't license it, you know, or they want too much money. So you have to make up your own footage. Ce deuxième volet est souvent considéré comme l'un des meilleurs films d'horreur de son époque, bénéficiant de critiques positives qui vantaient son originalité et son mélange d'humour et de gore. Les suites de films à succès sont rarement égales au métrage original. Evil Dead 2 fait partie de ces exceptions qui confirment la règle. Sam Raimi redouble d'efforts pour renouveler l'expérience des montagnes russes horrifiques de son tout premier film. Techniquement, il met en boîte quelques tours de force avec la caméra, qui reste proprement incroyable sur grand écran. Evil Dead 2 diffère de son prédécesseur dans l'esprit. Largement plus démonstratif et survolté, la suite de Evil Dead se lance toutefois dans la comédie. Là où le premier film faisait office d'expérience horrifique traumatisante, sa suite sollicite beaucoup les zygomatiques. Le gore outrancier et la folie surréaliste se sont ainsi emparés de l'histoire pour nous donner une vision aussi proche que différente de l'original. Et avec tout ça, bien sûr, un troisième opus va rapidement voir le jour. Le projet de réaliser un troisième film circulait depuis plusieurs années, même avant la production de Darkman, un long métrage réalisé par Sam Raimi en 1990 qui mêle action et horreur. Il raconte l'histoire d'un scientifique défiguré qui utilise des techniques de régénération de peau pour se venger de ceux qui ont ruiné sa vie. They destroyed everything he had. Crime has a new enemy, and justice has a brand new face. From director Sam Raimi. Darkman. Le succès critique et commercial de Darkman renforça la position de Raimi à Hollywood, relançant les discussions autour d'un troisième volet d'Evil Dead. Le deuxième épisode avait déjà rapporté suffisamment à l'international pour que le producteur Dino De Laurentiis accepte de financer une suite. Le cinéaste s'inspira alors de diverses sources littéraires et cinématographiques, telles qu'un Yankee à la cour du roi Arthur de Mark Twain et les voyages de Gulliver de Jonathan Swift. Côté cinéma, des classiques comme Jason et les Argonautes et Conan le Barbare influencèrent également sa direction créative. Le projet fut d'abord intitulé Medieval Dead, avant de prendre le nom définitif d'Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres. Ce titre fut d'ailleurs suggéré par Irving Shapiro. Au départ, Sam Raimi souhaitait retravailler avec Scott Spiegel pour l'écriture du script, mais ce dernier était trop occupé à réécrire le scénario de La Relève, un film de Clint Eastwood. Alors, Raimi se tourna finalement vers son frère Ivan. Après une expérience réussie sur la comédie d'action Easy Wheels, les deux frères décidèrent de coécrire ensemble cette troisième aventure. En réalité, leur travail sur le script débuta pendant la pré-production et se poursuivit durant le tournage de Darkman. Une fois ce film terminé, ils prirent le temps de peaufiner le scénario. Sam Raimi souligna qu'Ivan avait apporté une dimension plus comique à l'histoire, donnant ainsi une tonalité différente à ce nouveau volet. Quant à Bruce Campbell, il se souvient que l'équipe voulait s'éloigner de la célèbre cabane des deux premiers films. D'après lui, il y avait eu des versions antérieures du scénario où l'action se déroulait encore dans la cabane, mais toute l'équipe avait estimé qu'il était temps de passer à autre chose. C'était plus intéressant d'être dans une autre époque. Tout au long de l'écriture, Campbell et le producteur Robert Tapper participèrent activement en lisant les différentes versions et en donnant leurs notes au réalisateur. Le budget initial était fixé à 8 millions de dollars, mais dès la pré-production, il devint clair que cette somme serait insuffisante. Heureusement, le succès de Darkman permit au trio d'obtenir un soutien supplémentaire. Grâce à un contrat multifilm entre Dino De Laurentiis et Universal, l'Armée des Ténèbres fut intégrée au partenariat et Universal accepta de financer la moitié du budget qui s'éleva finalement à 12 millions de dollars. Malgré cet apport financier, l'envergure du film et la complexité des effets spéciaux entraînèrent des dépassements budgétaires. Pour assurer certaines scènes cruciales dont une nouvelle fin, Sam Raimi, Bruce Campbell et Robert Tapper décidèrent de contribuer en versant collectivement 1 million de dollars de leur salaire personnel. Cela a permis de préserver des séquences importantes. Y'a plus de porte, le château est à nous. Côté visuel, William Mesa, superviseur des effets spéciaux, proposa d'utiliser des storyboards du film Jeanne d'Arc de Victor Fleming qui montraient des scènes de bataille impressionnantes. Raimi choisit 25 plans qu'il souhaitait adapter pour son film.
Un artiste travailla alors avec lui pour intégrer ces éléments aux scènes de bataille de l'Armée des Ténèbres, offrant ainsi un mélange visuel unique. Le tournage débuta durant l'année 1991 et dura environ 100 jours. Il se déroula principalement en été, dans des conditions climatiques difficiles. Une grande partie des scènes fut filmée dans un immense château spécialement construit en Californie. L'équipe dut supporter des températures extrêmes, avec des journées très chaudes et des nuits glaciales. Comme la majorité du film se déroulait la nuit, ils étaient contraints de tourner pendant l'été, quand les nuits étaient courtes. Il fallait environ 1h30 pour mettre en place l'éclairage, ce qui ne laissait que 6 heures pour filmer chaque scène. En raison des contraintes budgétaires, le directeur de la photographie, Bill Popp, ne travaillait que certaines heures du lundi au vendredi car il ne pouvait être payé à son tarif habituel. Le week-end, William Mesa assurait le tournage de nombreuses séquences d'action. Ce fut une expérience particulièrement éprouvante pour Bruce Campbell, qui dut maîtriser des chorégraphies de combat complexes. Ses adversaires étaient souvent absents sur le plateau, il devait se fier à un système de numérotation pour mémoriser chaque mouvement, une méthode qui était parfois très frustrante pour l'acteur. Certaines scènes mêlaient différentes techniques d'effets spéciaux, comme celle où Ash traverse un cimetière pendant que des squelettes s'animent. Cette séquence combinait animation en stop motion, marionnettes mécaniques et effets visuels. Et évidemment, Campbell ne fut pas épargné par les incidents. Lors d'une scène où son personnage pousse un cascadeur dans des escaliers, son visage heurta une pièce d'armure, provoquant une hémorragie. Transporté d'urgence à l'hôpital, un chirurgien plasticien, dérouté par les nombreuses fausses blessures sur le visage de l'acteur, demanda « Mais laquelle est la vraie ?» I flipped a stuntman down some stairs and I had a piece of my breastplate armor jammed into me and as the stuntman pushed into it, you know. So I went to the emergency room to get stitched up as Ash in full costume. And I had 8 other cuts, you know, from just because of continuity from the other things that happened to me in the movie. But so this one didn't look any different. The guy had to, the doctor was, which one is it? I had to show it to him. So we felt good about that, but our makeup was good. Et d'ailleurs, pour maintenir la continuité des blessures et de la saleté sur son visage tout au long du tournage, un modèle en plastique fut spécialement conçu pour épouser parfaitement ses traits. Sinon, les cinéastes avaient initialement prévu de recréer une scène d'Evil Dead 2 où Ash et la voiture tombent du ciel. L'acteur explique que ce choix était motivé par un problème de droit, les empêchant de réutiliser les images du film précédent. Le comédien devait sauter d'une échelle tandis que la voiture tombait, suspendue par un câble attaché à une grue. Mais les pieds de la grue cédèrent, provoquant la chute de la voiture et de la grue. Ironiquement, malgré tous ces efforts, ils finirent par utiliser les images de 1986. Bien que Dino De Laurentiis ait donné à Sam Raimi et à son équipe une grande liberté pendant le tournage, les choses changèrent lors de la post-production, quand Universal prit le contrôle. Le studio n'était pas satisfait du montage initial, notamment de la fin où Ash se réveille dans un futur post-apocalyptique qu'il jugeait trop sombre. Le studio exigea une fin plus optimiste, tournée un mois plus tard dans un magasin de bois à Malibu. Madame, je dois vous demander de quitter ce magasin. Raimi, bien qu'acceptant cette demande, déclara plus tard « En fait, j'aime bien qu'il y ait deux fins. Dans un univers alternatif, Ash est condamné et dans un autre, il est un héros ringard. » Cependant, Raimi avait encore besoin de 3 millions de dollars pour finaliser son film. Universal, en pleine querelle avec De Laurentiis concernant les droits sur Hannibal Lecter, qu'elle souhaitait avoir pour produire une suite au Silence des Agneaux, refusa d'allouer ce budget supplémentaire. Ce conflit retarda la sortie du film, prévue à l'été 1992, jusqu'à février 1993, une fois le problème résolu. Pour la promotion du film, Universal fit appel à Bruce Campbell pour réaliser plusieurs photos de référence pour l'affiche. On lui demanda d'adopter une attitude rusée et sournoise, tout en lui montrant une esquisse de l'affiche inspirée des peintures de Frank Frazetta. L'acteur ne disposait que d'une journée pour approuver le projet, faute de quoi il n'y aurait pas eu de campagne publicitaire. Et comme si ça ne suffisait pas, Sam Raimi rencontra également des difficultés avec la Motion Picture Association of America, qui attribua une interdiction aux moins de 17 ans. Universal visait une classification PG-13, mais même après avoir coupé certaines scènes, le film reçut une classification R.
Le studio confia alors le montage à une équipe externe, réduisant le film à 81 minutes. Une version de 87 minutes fut finalement diffusée en salle, mais toujours avec une classification R. Le film sortit aux États-Unis le 19 février 1993, après plusieurs retards dus au conflit financier et créatif entre les producteurs et le studio. Sur le plan financier, l'Armée des Ténèbres eut des performances modestes, rapportant environ plus de 21 millions de dollars dans le monde pour un budget de 12 à 16 millions de dollars. Malgré ça, l'œuvre reçut un accueil critique plutôt positif. Les critiques saluèrent son humour décalé, ses effets spéciaux innovants et la performance excentrique de Bruce Campbell. Cependant, certains regretteront un ton moins horrifique que celui des deux premiers opus. Avec le temps, le film a acquis un statut culte auprès des fans, devenant une œuvre incontournable du cinéma d'horreur et de comédie noire. Après ça, Sam Raimi et Bruce Campbell ont exprimé leur intérêt pour une suite, mais plusieurs obstacles ont freiné sa réalisation. Les studios étaient réticents à l'idée de produire un quatrième volet. De plus, le cinéaste s'est orienté vers d'autres projets à la fin des années 90, notamment évidemment la trilogie Spider-Man, ce qui l'a temporairement éloigné de l'univers. Ce n'est qu'en 2013, avec le remake, qu'une nouvelle version a vu le jour. Laissez ce livre tranquille. Il y avait quelque chose dans les bois. On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier. Par la suite, la série télévisée Ash vs Evil Dead, lancée en 2015, a finalement offert aux fans la suite tant attendue. Mais ça, c'est une autre histoire. Dans Les Griffes de la Nuit, Wes Craven a inséré un clin d'œil direct à Evil Dead. Dans une scène, on peut voir Nancy regarder un extrait du premier opus à la télévision. Cet hommage est un clin d'œil amical de Craven à Raimi, soulignant l'admiration qu'il avait pour ce film culte à petit budget qui avait déjà marqué les amateurs de films d'horreur. Mais ce geste était également une réponse à un hommage que Sam Raimi avait lui-même glissé dans Evil Dead. En effet, le metteur en scène avait placé un poster de La Colline à des yeux, l'un des premiers longs métrages de Wes Craven, dans la cabane où se déroulent les événements. Et ce n'est pas tout, dans Evil Dead 2, on peut voir même les griffes de Freddy. La saga Vendredi 13 a également rendu hommage à Evil Dead, mais de manière un peu plus subtile et intrigante. Dans Jason va en enfer, plusieurs éléments évoquent directement Evil Dead. Le plus notable est l'apparition du Necronomicon, le célèbre livre des morts que l'on voit dans une scène. Il est clairement reconnaissable et établit une connexion implicite entre les deux univers. Du coup, cet hommage a alimenté des théories de fans selon lesquelles Jason Voorhees pourrait être en partie une création du Necronomicon, expliquant ses capacités surnaturelles et son immortalité, bien que cela ne soit jamais confirmé officiellement. Ça vous le savez déjà, je l'ai dit en début de vidéo. Avant de s'arrêter sur le titre Evil Dead, le film a connu plusieurs titres provisoires au cours de sa production, comme Book of the Dead. Mais cette idée a dû être abandonnée, après qu'un investisseur a fait remarquer que personne ne voudrait voir un film avec le mot book dans le titre, le trouvant un peu attrayant. Parmi les autres titres envisagés figuraient Déluge de sang, Ces garces sont des sorcières, et l'extravagant Les hommes morts-vivants et les femmes morts-vivantes. Ouais, on revient de loin. Evil Dead a exercé une grande influence sur Peter Jackson, bien avant qu'il ne devienne le réalisateur de la célèbre trilogie du Seigneur des Anneaux. À ses débuts, il a réalisé des films sanglants comme Bad Taste et Branded, qui s'inspirent clairement de l'esprit déjanté de Sam Raimi. Evil Dead 2 occupe une place unique dans la saga. Il est à la fois une suite et un remake du film original. Cela s'explique par une contrainte inattendue. Les producteurs n'ont pas pu obtenir les droits pour réutiliser des images du premier film afin de proposer un récapitulatif en début de suite. En réponse, Sam Raimi a décidé de recréer l'histoire en simplifiant et modifiant certains éléments en raison des limitations de temps et de budget. Pour le troisième volet, l'idée d'un autre remake partiel a failli voir le jour. Un des premiers scénarios explorait la vie d'Ash avant qu'il ne rencontre les démons et retardait son voyage dans le passé à la moitié du film. Toutefois, lorsqu'Universal a validé une suite directe à Evil Dead 2, Sam Raimi a écarté cette idée. Il a choisi d'embrasser pleinement l'aspect médiéval dès le début, propulsant Ash dans une aventure épique mêlant comédie absurde et fantasy, tout en restant fidèle à l'esprit déjanté de la saga.
Approuvé par Sam Raimi et Bruce Campbell, Evil Dead, la comédie musicale, a vu le jour en 2003 à Toronto, devenant rapidement un succès inattendu. Le spectacle a séduit le public et les critiques, certains allant jusqu'à le comparer au cultissime The Rocky Horror Picture Show. En 2007, un enregistrement du casting original a même été publié, permettant aux fans de prolonger l'expérience. La comédie musicale combinait des éléments des 3 films originaux, tout en y ajoutant des chansons accrocheuses et un humour décalé, fidèle à l'esprit de la saga. Les spectateurs étaient plongés dans une expérience immersive et sanglante. Des quantités impressionnantes de faux sang étaient projetées pendant les scènes les plus marquantes. Ceux qui étaient assis à l'avant dans la célèbre zone d'éclaboussure recevaient même des avertissements et étaient invités à porter des ponchos pour éviter d'être repeints. Sam Raimi et Bruce Campbell, dont la complicité est légendaire, se sont souvent amusés à tromper leur public avec des anecdotes exagérées ou inventées. Ils ont par exemple répandu une rumeur selon laquelle Campbell se serait explosé la mâchoire en tournant l'une des dernières scènes. Ce n'est qu'en 2012 que Sam Raimi a levé le voile sur la vérité, avouant que cette anecdote n'était qu'un petit canular concocté par les 2 complices. L'une des scènes les plus hilarantes d'Evil Dead 2 est sans aucun doute celle où Ash affronte sa propre main. L'inspiration vient directement d'un court-métrage intitulé Attack of the Helping Hand, réalisé par Scott Spiegel, co-scénariste d'Evil Dead 2 justement. Ce film parodique met en scène la mascotte bien connue de Hamburger Helper, qui devient maléfique et attaque une femme tentant de préparer un repas. Sam et Bruce font d'ailleurs une apparition dans ce court-métrage. Et voilà, c'est tout pour la trilogie Evil Dead. Si jamais vous voulez la suite de la saga, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très vite pour de nouvelles rétrospectives. En attendant, n'oubliez pas de commenter, liker et à vous abonner.